ce qu'on appelle les GAFA, Google, Amazon, Apple, Facebook, aujourd'hui pèsent le produit intérieur brut de bon nombre d'États dans le monde, dans leur capacité d'action, dans leur capacité de penser le monde. Où M. Musk, avec Tesla et ses programmes spatiaux privés, repense complètement l'architecture mondiale en termes de puissance spatiale. Aujourd'hui, ce sont des personnes privées qui sont capables de dire le monde de demain, voilà comment je veux qu'il devienne. Et les États, dans ce domaine-là, commencent à avoir une partie de moins en moins importante de capacité à assumer finalement cette réalité dépassée qu'ils sont par la rapidité de décision du privé, alors qu'eux-mêmes sont confrontés à tout le poids des rapports sociaux, des syndicats et autres réseaux d'interface entre la société et l'État, les contraintes budgétaires, etc. Nous sommes là aussi dans un changement de monde. Ce changement-là n'est pas que social, il est aussi technologique. Les grands mouvements qui se produisent aujourd'hui, ils sont dans l'ordre du cyber, c'est le plus connu, hein, la cybersécurité et la cyberdéfense pour ce qui intéresse les questions de défense et de sécurité. Mais en gros, l'accélération de la cybernétique est en train de transformer complètement nos sociétés, qui vont aller de l'objet connecté, votre frigo sera quelle est votre vie, hein, c'est un peu assez paradoxal de le dire, mais c'est une réalité déjà en cours de fonctionnement, et tout ce qui va représenter à la fois les risques d'atteinte sur la vie privée et des capacités d'action offensive que les États peuvent mettre en place. Quand on parle de cyberdéfense, c'est désormais aussi une réalité. On peut attaquer un pays avec des moyens cybernétiques et mettre à mal ou ses capacités de communication ou plus tard ses infrastructures. Donc nous sommes là aussi dans le changement. Mais ne regarder que le cyber serait ne voir qu'un bout de la problématique. Aujourd'hui, l'autre grande transformation, c'est la question de la fabrication additive et des imprimantes 3D qui vont être un des nouveaux vecteurs de la puissance où on pourra fabriquer des objets, mais pas seulement des objets en dur de type pièces d'avion, avions, armes et autres moyens militaires, mais également des aliments, du médicament, de la reconstitution médicale à base d'imprimantes 3D qui vont là aussi transformer considérablement l'espace industriel. Et qui est dans la course aujourd'hui? C'est très simple, ce sont les États-Unis et la Chine, une fois de plus. Aujourd'hui, la Chine est le premier producteur de machines à imprimante 3D, puisque c'est un des vecteurs qui a été défini par le pouvoir chinois de la nouvelle puissance. Donc, nous sommes dans une transformation ultra-violente du monde auquel l'Europe n'est pas forcément très préparée et la France également. Dernier point, la biogénétique avec tout ce qui va être l'homme augmenté, la transformation physique à base ce mélange qui est base d'informatique, de génétique et de chimie, qui va permettre à la fois de faire des sauts considérables à l'humain en matière de renforcement de sa capacité, et notamment de vivre plus longtemps et plus fort, mais également tout ce que, je dirais, va amener le revers de la médaille, c'est-à-dire les risques d'attaque directe sur les individus à partir de ces organes génétiquement modifiés que l'on voit apparaître petit à petit, au moins dans les livres et dans les revues, mais qui se profilent à l'horizon. Donc cette transformation-là, elle est tout à fait fondamentale. Et alors, dernier point, évidemment, sur ces conditions non structurelles, l'économie et la finance internationale. Je rappellerai que la France, l'Europe, le monde a connu en 2008 une des plus graves crises de son histoire, cet effondrement du marché financier venu des États-Unis, mais qui a touché le monde entier. Il a été perdu en un an, dit-on, à peu près un an complet de produit intérieur brut mondial, ce qui est absolument vertigineux, puisque ça se compte en milliards de milliards de dollars, milliards de milliards de dollars. Et aujourd'hui, cette finance en circulation
qui a retrouvé à peu près le même rythme, voire les mêmes errements qu'auparavant, se retrouve aussi dans la capacité de transformer ce qui pourrait être en apparence que de la question financière pure et simple, des gens s'enrichissent et d'autres s'appauvrissent, de véritables transformations en termes de puissance. Les États-Unis, après 2008, n'ont pas été ce qu'ils étaient auparavant. L'affaiblissement structurel des États-Unis a commencé à cette date. Et l'Europe, on a vu quel coup elle a subi, entraînant de ce fait d'ailleurs des remises en cause nationales au sein de l'Union européenne, l'Espagne touchée au cœur, la Grèce en voie de recouvrement lent de sa situation financière et gouvernementale, l'Italie, la Grande-Bretagne, dont le Brexit n'est peut-être aussi un des éléments qu'il faudrait rattacher à cette crise financière mondiale, etc., etc., sans compter évidemment toute la dévastation que cette crise a pu avoir sur les économies en développement, que l'on croyait naïvement éloignées de la crise parce que non reliées aux questions boursières, mais qui en fait sont le dernier maillon de la chaîne industrielle mondiale. Et la Tunisie, lorsque la Tunisie explose en décembre 2010, janvier 2011, ce n'est pas pour rien, c'est parce que c'est les plus pauvres de la chaîne qui se révoltent contre l'injustice. Et ça, c'est un élément aussi très important. Donc, une prochaine crise mondiale peut avoir des effets absolument redoutables sur cette structure fragile et fragilisée par le choc qui peut représenter plusieurs tsunamis. Si on prend une formule assez visible, ou une attaque nucléaire massive pour en reprendre une autre. C'est-à-dire l'Europe et le monde ne se sont pas remis de cette crise, alors même qu'une autre peut se profiler à l'horizon avec des effets absolument délétères sur la structure sociale, sur le bien-être des gens et sur leur sécurité, parce que cette question-là demeure également posée. Et ce qui nous amène justement au quatrième point. Aujourd'hui, la grande question qui va se poser à partir de maintenant et pour demain, c'est la question de la validité des structures de vie et de fonctionnement de la société telles que nous les avons connues. L'État traditionnel comme structure de gouvernement acceptable pour tout le monde et avec la satisfaction plus ou moins de l'ensemble d'une société, et la nation, c'est-à-dire l'espace géographique dans lequel il s'exerce. On avait considéré, après le XIXe siècle, que l'État-nation, c'était quelque chose d'abouti vers lequel tout le monde devait tendre, vers lequel toute civilisation un peu structurée devait tendre. Et d'ailleurs, les pays colonisateurs imposèrent le modèle aux pays décolonisés en disant ce que nous avons fait, c'est ce qui vous va. On voit aujourd'hui que plus rien ne va de ce côté-là. La question de l'État même est remise en cause dans nos sociétés occidentales par des groupes qui considèrent qu'il y a d'autres voies à poursuivre, que ce soit les zadistes qui proposent un autre mode de société à l'intérieur même des sociétés dans lesquelles ils vivent, par exemple. C'est un exemple très intéressant et en essayant de le défendre, y compris par la violence. Et puis, il y a aussi l'autre grande remise en cause du modèle universel, qui est le djihadisme. Ce que proposent les djihadistes, c'est ni plus ni moins qu'une remise en cause que ce soit pour les sociétés musulmanes et pour le reste du monde, un autre modèle de société fondé sur d'autres valeurs, d'autres structures qui ne sont plus celles de l'État, qui ne sont plus celles de la nation, mais une universalité de type totalitaire que l'on a pu connaître d'ailleurs par le passé avec le communisme et le nazisme. Donc on est dans ces mouvements de transformation qui secouent l'arbre national avec vigueur, et on voit très bien que heureusement ou malheureusement, tout dépend de quel côté on se place, ça marche puisque la Catalogne a nous donné cet exemple terrible d'une remise en cause complète d'un modèle qui avait plus ou moins fonctionné pour l'Espagne pendant une trentaine d'années. Et le Brexit pose la même question en Écosse pour le Royaume-Uni, etc., etc. Donc que ce soit dans les vieilles démocraties occidentales comme dans le monde en développement, on voit que les pays, les entités nationales sont remises en cause. La Libye sera-t-elle ce qu'elle a été? Je n'y crois pas du tout. Modèle tribal, modèle des villes-États tels que nous les avons connus au XVIe siècle et à la fin du Moyen-Âge, ce sont vraiment des modèles
totale recomposition auquel on est en train d'assister. Donc, on voit, si vous voulez, que cette série de conditionnants pour l'avenir nous amène à une grande recomposition globale de l'espace-monde et à laquelle il faut se préparer. Et il est important, de ce point de vue-là, que la France et l'Union européenne, qui demeure pour moi une structure essentielle à l'avenir, à notre avenir commun, soient capables de comprendre ces changements. Peut-être pas de les anticiper, parce qu'en général, tous ces coups sont déjà partis, mais au moins de s'y adapter.